Le discours que l'on souhaite d'une certaine façon entendre. Parce que ce temps-là n'est pas celui que l'on consacre à la recherche d'alternatives. Je dis, ce qui se passe en Afrique n'est différent de ce qui se passe ailleurs qu'en termes de degré, pas en termes de nature. Cette compétition s'est toujours déroulée à l'échelle du monde. Sinon, comment expliquer que Allemands et Français se soient fait la guerre pendant tant d'années? Si c'était une question de blanc ou de noir, ça n'a pas de sens. Il y a une compétition pour le contrôle des ressources rares. Point barre. Et un certain nombre d'idéologies sont mobilisés. Et voilà, ceux qui se prêtent à cela, évidemment il faut faire le diagnostic, mais il faut tout faire pour le dépasser. Il faut tout faire pour le dépasser. C'est-à-dire essayer de développer des stratégies pour contrer ces formes de domination. Parce que, comme je disais, Sartre disait que nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Ça me semble essentiel. C'est à nous de construire des stratégies pour échapper à la convoitise internationale, pour exploiter nous-mêmes nos matières premières, et ça passe par un mot magique, l'organisation. Voilà, savoir qu'on a mis sur place de fausses frontières qui sont dans nos têtes, qui nous bloquent. C'est à nous d'aller au-delà, de nous intégrer, de travailler ensemble. C'est comme cela que ça s'est passé, par exemple, en Europe, partout. Hein. C'est difficile de faire autrement. Donc, le discours de dénonciation vient faire des constats qui ont été faits depuis des années. Et je précise bien, c'est un travail de déconstruction. Le travail de déconstruction, on doit le faire, parce que si tu le déconstruis, tu ne peux pas reconstruire. Mais déconstruire toujours en pensant à la reconstruction. Voilà. Le travail de reconstruction, ça pourrait par exemple consister à faire voir aux stratèges français que telle que la politique africaine est par exemple menée aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure des façons de valoriser les intérêts français. Aujourd'hui, c'est assez étonnant. La crise à laquelle on fait face là. Mais si la France avait opéré son rapport à ses anciens territoires africains d'une autre manière, je parie qu'elle ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des centaines de millions de personnes qui représentent des marchés importants. Et justement, cette politique de la France-Afrique n'a vu que les petits profits au détriment de vrais projets stratégiques. Quand on parle de la puissance de l'Allemagne, c'est aussi lié aux mines, mais après avoir ancré son développement sur les ressources minérales de l'Asie, de l'Europe centrale, ce qu'on appelle Mitteleuropa, l'Allemagne a continué, par exemple, à délocaliser ses productions dans cette région-là, mais pas des sous-produits. C'est-à-dire qu'à s'appuyer sur des ingénieurs, sur des gens bien formés. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que nous voyons Made in Germany, ce n'est pas automatiquement fait en Allemagne même. Or, en France, on ne voit que non, précisément parce qu'on a beaucoup tiré le fil de la culture. C'est-à-dire que la France, c'est, de mon point de vue, je peux me tromper, elle s'est auto-piégée dans le sens où, en voyant des gens, c'est d'abord la culture qui est vue, qui est regardée. Et le portrait qu'on en fait
bloque en quelque sorte. Intellectuellement bien, mais ce n'est pas la seule réalité. Ce n'est pas la seule réalité. La France est là. Parmi les plus grandes puissances agricoles au monde. Elle pouvait développer en partenariat. Pas une sorte d'assistant, mais vraiment en partenariat, c'est-à-dire un prolongement stratégique agricole en Afrique. Pourquoi pas? De manière à satisfaire aussi bien ses intérêts que ceux des populations locales. Mais pourquoi pas? Aujourd'hui, bon, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, par exemple, au Mexique, mais on dit, bon, le Brésil exporte tout ça, mais le Mexique exporte beaucoup plus que le Brésil. Très peu de gens le savent. Je dis bien le Mexique. On ne le sait pas parce que, en très grande partie, ces exportations traversent la frontière et vont aux États-Unis. Du coup, voilà. Donc, c'est étonnant la naïveté stratégique qui anime les décideurs dans ce pays. C'est absolument incroyable. Croire qu'on va satisfaire ses intérêts en fabriquant une fausse stabilité. C'est-à-dire qu'imposer des gens au pouvoir par la force, avec la garantie que ces personnes vont défendre nos intérêts. Ça peut marcher quelque temps, mais c'est pas une réelle dynamique. Voilà, non, il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas de dynamique. Assurance de sa stratégie à long terme. Aujourd'hui, l'Afrique centrale serait suffisamment intégrée. Mais pourquoi on ne ferait pas un TGV qui fait Douala-N'Djamena, par exemple? Pourquoi pas? Alors que l'Afrique centrale, c'est la région la plus riche. Ah, bien entendu. En Afrique. Non, ça fait partie des régions les plus riches du monde. Parce que c'est le prolongement de la forêt équatoriale du Brésil et tout ça. Donc, c'est comme ça. C'est étonnant. Mais je pense qu'il y a cette dimension culturaliste. C'est-à-dire qu'en France, tout part de la culture. Voilà. On part toujours de la culture pour arriver à quoi que ce soit. Quand je parle des mines et autres, je n'oublie pas des éléments comme la langue. C'est important, c'est très très important. Voilà. Donc, le fait qu'on ait la langue en commun, ça crée des normes très très fortes. Souvent on entend dire en France que le nucléaire coûte moins cher. Alors est-ce que ça veut dire que l'uranium qui est à la base, ça ne coûte rien? Oui, c'est une question fondamentale, c'est très important. En fait, chaque acteur, et même souvent certains observateurs, certains analystes, voient les choses à partir de leur position. Donc là également, comme je le disais, on ne remonte pas toujours le plus loin possible pour essayer d'avoir une compréhension globale. C'est vrai, dans les pays consommateurs, il n'y a pas qu'en France, dans les pays consommateurs, de manière générale, on parle de tous les problèmes qui sont liés à l'énergie atomique, sauf par exemple, la violence qui accompagne l'exploitation, l'extraction de l'uranium dans les pays producteurs. Ça, on n'en parle pas. Donc, quand bien même le kilowatt-heure du nucléaire serait moins cher par rapport aux autres sources d'énergie, si on ne prend pas en compte les formes de violence qui sont menées en amont lorsqu'on s'approprie et on extrait la matière première sans laquelle il n'y aurait pas de nucléaire, est-ce qu'on pourrait dire que ce coût reflète vraiment la réalité? Je ne pense pas. Donc, donc il y a deux choses à distinguer. Sur le plan purement économique, parce que c'est aussi cela qui anime ceux qui en parlent, sur le plan purement économique de la rentabilité du coût du kilowatt-heure,
beaucoup estiment que le kilowattheure du nucléaire coûte beaucoup moins cher que les autres formes d'énergie, notamment l'énergie, les nouvelles formes d'énergie, voilà, qui ne sont pas encore vraiment produites en masse et donc coûtent beaucoup plus cher. Mais de l'autre côté, certains contestent cela dans la mesure où si on prend un État comme la France, qui est d'ailleurs celui où on consomme le plus d'électronucléaire, une bonne partie du prix de l'électricité est plus ou moins subventionnée par l'État. Donc, du coup, les coûts qui sont mis en avant, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment les coûts de production ou ce sont les coûts après subvention de l'État? Donc c'est toutes ces questions, ce sont des questions dont avant de vraiment avoir une vision claire, il faudrait vérifier si on a tous les éléments pour pouvoir analyser. Et c'est ça la difficulté. Par exemple, il y a eu un débat, en fait, je ne sais pas si c'était une polémique ou un débat. En tout cas, en France, on n'est pas d'accord sur, par exemple, le nombre d'emplois créés dans le secteur nucléaire. Donc ce n'est pas facile. Mais toujours est-il que le nucléaire est au cœur de l'économie française. Là, il n'y a pas de doute. C'est beaucoup plus de cette manière qu'il faut voir cela. Et du coup, mieux prendre en compte l'importance du nucléaire qui est en amont et qui vient en grande partie des États africains. Ils vont faire peut-être le choix d'abandonner le nucléaire. Oui, c'est vrai, c'est un vieux débat, vous avez entièrement raison, la question se pose, mais comme je disais, on est d'abord dans des logiques de compétition. Parce que c'est aussi cela qu'il faut comprendre. Et on doit le comprendre peut-être d'abord en Afrique. Parce qu'en plus, là également c'est étonnant qu'on ne s'en rende pas compte, l'Afrique fait partie, a une particularité d'être vraiment placée au cœur du monde, c'est-à-dire entre les grandes parties du monde. C'est-à-dire, la France, par exemple, dit à Areva, bon, vous arrêtez, vous n'exploitez plus l'uranium parce que ça pollue, ça tue les populations locales. Le lendemain, la Chine sera là, l'Inde sera là. Donc, évidemment, on ne peut pas justifier cette politique, c'est simplement pour dire que tout cela s'inscrit dans une logique de compétition. Il n'y a pas un seul acteur qui déciderait et qui changerait la situation. Pas du tout. On est dans une logique de compétition. Mais, comme je disais, et comme vous l'avez dit, les problèmes environnementaux ne connaissent pas de frontières. Donc, tôt ou tard, il faudra en parler. Parce que c'est une vérité qui sera la même en deçà et au-delà des Pyrénées, donc en deçà ou au-delà de la Méditerranée. Je veux dire que la pollution au Japon, quelques jours, même pas quelques semaines, quelques jours après, on avait déjà des traces aux États-Unis, me semble-t-il, je dis après le tsunami. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on ne peut plus faire comme si on ne savait pas, parce qu'au quotidien, d'une manière ou d'une autre, on fait face à ces problèmes-là. Donc Donc l'un des problèmes en Afrique, c'est celui-là, c'est que l'élite a toujours la possibilité, et très facilement d'ailleurs, de s'appuyer à un moment donné sur l'un des compétiteurs internationaux pour faire du chantage, pour faire levier et pour échapper à sa responsabilité. Donc le problème, il est là. Par exemple, aujourd'hui, on a des difficultés, mais nous entretenons la géographie du sous-développement. Avant la colonisation, il y avait une seule Afrique francophone
à l'ouest de l'Afrique. Une seule Afrique francophone en Afrique centrale. Pour mieux la contrôler, on utilise le mot balkanisé, et on l'a balkanisé avant l'indépendance de manière à pouvoir tenir chacun des États. Mais l'élite africaine le sait, mais elle continue d'entretenir cette géographie du sous-développement. Qu'est-ce que le Mali ou le Niger peut faire face à la France? Rien du tout. Je veux dire en termes de rapports de force. Qu'est-ce que ils peuvent faire face à la Chine? Rien du tout. Donc, là également, c'est tant qu'il n'y aura pas, parallèlement à ces incantations, parce que elles valent ce qu'elles valent aussi, puisque justement, les problèmes d'immigration et tout ça, de drogue, si on avait des États forts en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le problème qui se pose actuellement au Mali ne se poserait pas. Parce que quand je parle de problème des minerais, mais je n'oublie pas les problèmes institutionnels. C'est d'abord parce qu'on a des États faibles. Parce qu'on exploite des minerais en Australie en très grande quantité. Il n'y a pas de guerre en Australie. Donc j'ai bien dit qu'il y a plusieurs facteurs. Je ne nie pas les facteurs institutionnels. Le problème de l'Afrique, c'est-à-dire qu'elle s'offre en proie facile aux compétiteurs internationaux, aux grandes puissances, parce que l'élite au pouvoir en tire profit, ou alors croit en tirer profit. Si on ne réfléchit pas bien à ce problème, on trouvera difficilement des solutions aux problèmes auxquels l'Afrique fait face. On pourrait par exemple imaginer une sorte de CECA dans des sous-régions africaines. Parce qu'on me dira aujourd'hui il y a des processus d'intégration, mais c'est toujours par le haut. Les citoyens ne sont pas vraiment impliqués. Pour impliquer les citoyens, il faut qu'il y ait de grands projets comme en Europe, de grands projets dans la formation. Pourquoi en Afrique de l'Ouest on n'aurait pas, je sais pas moi, deux très grandes universités? Pourquoi pas? Où on forme des ingénieurs, de vrais chercheurs, en leur donnant des moyens, ce qui amplifierait concrètement le processus d'intégration. Donc, ces problèmes se posent et sont réels. Et d'une certaine façon, la France aussi pourrait mieux défendre ses intérêts en plaidant, en favorisant vraiment ces formes de regroupement, parce que aujourd'hui, il n'est pas sûr que ces intérêts sont suffisamment servis, puisque à chaque fois, on voit les approvisionnements qui sont menacés, donc c'est un problème essentiel, mais qui est lié à cette configuration, à la dynamique historique, au jeu des acteurs. Donc c'est complexe, Quelles sont les faiblesses des universités actuelles de l'Afrique de l'Ouest? Dans quel sens ils sont presque absentes? Bien entendu, de manière générale, la compétition aujourd'hui se met aussi à ce niveau-là. La compétition se met. Il y a aujourd'hui une course effrénée, une compétition internationale pour les ressources intellectuelles les mieux formées. Donc si c'est quand même étonnant de voir par exemple que les Européens, les États-Unis, oui même les États-Unis, ne sont pas si loin que ça. Les États-Unis, en tout cas les pays développés, les pays occidentaux, ont délocalisé en Chine, en Asie, de manière générale, alors que l'Afrique est relativement plus proche. On pouvait bien imaginer s'il y avait des hommes formés, des ingénieurs, ces délocalisations pouvaient s'opérer en Afrique. Pourquoi pas? Ce serait même beaucoup plus rentable. Donc c'est simplement un manque de stratégie, un manque de stratège. Il n'y a pas de gens qui ont des visions
de long terme, et qui pense à la jeunesse, parce que c'est comme cela. On ne peut pas développer un pays si on ne prend pas la peine de former. Ou bien sérieusement la c'est jeunesse. peut-être une élite plus ou moins dictatoriale, une élite politique dictatoriale qui empêcherait elle-même qu'il y ait ces développements à long terme Bon, en milieu africain. Le discours officiel parlera de la volonté de bien faire les choses, mais on n'est pas démocrate, on n'est pas vraiment démocrate par conviction. Quoi que l'on puisse penser le contraire, c'est aussi par nécessité, c'est que on ne peut pas en même temps vouloir travailler pour les populations, pour le peuple, pour la majorité, mais en même temps ne pas accepter de rendre des comptes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour que l'on puisse avoir un véritable processus de développement, il faut qu'il y ait des politiques publiques évaluables, que l'on puisse les évaluer pour rectifier, et voilà, et que l'exécutif ne soit pas monopolisé, pour reprendre ce que disait un chef d'État français, le temps que l'on prend beaucoup plus pour durer au pouvoir, on ne peut pas le consacrer à faire des choses. C'est-à-dire que si on a pour ambition De faire durer. de s'éterniser au pouvoir, on n'a pas d'intérêt, en tout cas, on ne voit pas pourquoi on ferait des choses, puisque on va rester au pouvoir. Voilà. Donc, c'est le problème des États africains. Il y a pas, le pouvoir n'est pas institutionnalisé. Voilà. Le pouvoir politique, et encore moins le pouvoir économique, n'est pas institutionnalisé. Ce sont des pouvoirs personnels. L'État, en fait, c'est un tel, c'est le président de la République qui Ce sont des États déguisés. Voilà, c'est cela. Avec ça, on a vu, par exemple, on parlait tout à l'heure du Niger, on a vu comment, à un moment donné, justement au moment où il y avait un retour du nucléaire dans le monde, les membres de la famille présidentielle étaient plus ou moins impliqués dans les contrats d'uranium. Bon, ça, on n'est pas véritablement dans une dynamique étatique, et encore moins démocratique. Et à ce moment-là, c'est forcément un facteur qui bloque